Du haut de sa casquette de fonctionnaire d'alors, il occupait le rôle, ou alors il jouait le rôle de chargé d'études au ministère de l'économie, en abrégé Mine-Parda. Il est par ailleurs statisticien et économiste. Mesdames, Messieurs, notre invité a pour nom Dr Dieudonné Essomba. C'est celui avec qui nous allons parler des faits d'actualité qui ont cours au Cameroun, mais aussi en Afrique. On ouvrira également une brèche sur les questions économiques. Bienvenue à cette autre livraison de votre émission culte, Le Point du Guest, sur For You Media. Dr Dieudonné Essomba, bonsoir. Bonsoir, salut tous vos fidèles téléspectateurs. Je suis enchanté d'être ici pour la première fois. C'est également un plaisir pour nous de vous avoir comme invité de cette émission qui devient progressivement un culte pour ceux, n'est-ce pas, qui raffolent des questions d'actualité. Alors, quel est le souvenir que vous gardez de votre ministère, le ministère de l'économie, où vous avez joué le rôle, ou alors occupé le poste de chargé d'émission, de chargé d'études plutôt. Quand je commence au travail au ministère de l'économie, c'est à l'époque des plans quinquennaux. À ce moment, le ministère de l'économie joue vraiment son rôle d'arbitre et de sélectionneur de l'investissement public. Malheureusement, en 1987 arrive la crise économique et la suspension des plans quinquennaux. Le Cameroun entame donc une longue période d'ajustement structurel qui va jusqu'en 2006. Et pendant cette période, on met en quelque sorte entre parenthèses la réflexion économique de moyen et de long terme pour se plonger uniquement dans le très court terme. Et pendant ce temps, les capacités que le MINPAD avait développées en termes d'analyse se sont évaporées. Beaucoup de gens sont partis en retraite, d'autres n'exerçaient plus, d'autres sont partis. Quand le Cameroun retrouve ses équilibres en 2006, non seulement le MINPAD a eu ses aptitudes qu'il avait auparavant, ce capital humain, il se trouve que l'idéologie elle-même a changé. Les gens ne veulent plus entendre parler de Pokémon, ils ne veulent plus entendre parler de discipline. On parlait de documents stratégiques et autres, et finalement, le ministère de l'économie perd son leader pour être ravalé au même niveau que tous les autres ministères, qui sont les ministères sectoriels. C'est-à-dire que les ministères sont ceux qui s'occupent chacun de son domaine particulier. Mais il faut, au-dessus de quelqu'un, qui a une vision globale de l'activité, qui sait comment se jouent les synergies, comment se jouent les oppositions, quel est le domaine sur lequel il faut mettre l'accent aujourd'hui, parce qu'il y a tel problème, préoccupation. Dès lors que le ministère avait perdu ses leaderships, c'était fini. La gouvernance macroéconomique pouvait aller qu'en vrille. Et c'est malheureusement ça qu'on subit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui cause la perte de ce leadership-là? Il y a là une constellation d'un nombre de facteurs. Il y a déjà la crise elle-même qui a créé une discontinuité dans le capital humain que le ministère avait. Il y a également à cela l'orientation idéologique qui a fait qu'on a refusé désormais que l'État joue le rôle central dans la définition. On parle d'État régulateur. Donc l'État a disparu. Qui a refusé? Pardon? Quand vous dites on a refusé, qui a refusé? Non, j'ai dit d'abord que la première cause, c'est
les problèmes de discontinuité, donc l'expertise technique de Bidepart a disparu. Deuxièmement, les problèmes idéologiques. On dit, oh, c'est quand même d'abord le FMI, les bailleurs de fonds. À côté de ça, le gouvernement a relayé. Ce qui fait que, lorsque nous sortons en 2006, il y a une structure qui discipline la gouvernance macroéconomique, notamment la gouvernance des investissements. Ça va dans tous les sens. La cause est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire un programme d'investissement très mal réfléchi qui a des résultats de demi-projets, des projets bien faits et surtout aucun non opérationnel contribué à la croissance. Pendant ce temps, on crée un surendettement qu'on n'est pas capable de payer. Tout simplement parce que, justement, on a cassé la chaîne de décision qui permettait de rationaliser la bonne décision. Donc, pour revenir à votre question, le Minipat était un très grand ministère. À la suite de l'événement malheureux de la crise, mais aussi à une sorte d'inconséquence du gouvernement. Ce Minipat n'a pas pu retrouver le statut qui lui aurait permis d'implanter la discipline dans le gouvernement macroéconomique, d'où malheureusement la crise qu'on connaît. Ce ministère peut-il renaître aujourd'hui de ses cendres? Y a-t-il une stratégie qui puisse être mise sur pied pour redonner à ce ministère toutes ses lettres de noblesse avant? Le problème, c'est que les gens doivent comprendre à quoi il sert. Parce que c'est un outil. D'abord, c'est le seul ministère dans un gouvernement. Le ministère de l'économie est le seul ministère qui travaille en dehors des lois. Parce que c'est lui qui fait les lois. Même si une loi dit quelque chose, si le ministère de l'économie, à la suite de ses études, constate que cette loi bloque, il va demander le changement de cette loi. Tous les autres ministères travaillent sous la loi. L'hypothèse que la loi est là. Le ministère de l'économie est le seul qui travaille en dehors de la loi. Parce que le chef de l'État dit ceci. Je veux une croissance à 2 chiffres, comme il avait dit après son départ, son voyage en Chine. À qui confie-t-il cette mission? De formater le programme qui va donner une croissance à 2 chiffres. C'est au ministère de l'économie. Le ministère de l'économie doit donc pouvoir lui dire, Excellence, pour que votre taux de croissance de 2 chiffres là soit optimal. Si il faut par exemple sortir du CFA, il faut par exemple modifier les lois. Parce que les lois, c'est une contrainte. Et c'est une contrainte qui met les moyens opérationnels pour atteindre le résultat d'un programme. Des hommes qui dans ce ministère à même de tenir ce genre de discours, un discours franc au chef de l'État. Le vrai problème, c'est que les gens qui comprennent, parce que ce n'est pas un problème de capacité, c'est d'abord la compréhension même. Parce que si des gens voient dans le ministère de l'économie un ministère comme les autres, bon, ça ne peut pas marcher. Donc ça veut dire en fait que le casting est mal fait au départ. Si déjà on a des gens qui ne comprennent pas leur rôle, qui ne comprennent même pas. Oui, c'est-à-dire parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une sorte d'impasse. Si vous nommez un ministre de l'économie qui sait à quoi sert le ministère de l'économie, il va entrer en conflit direct avec les autres, le gouvernement. Parce que le ministère de l'économie ne peut pas accepter qu'on vienne lui imposer certains types de projets alors qu'on attend un certain type de résultat. Donc c'est un ministère de souveraineté. Non, c'est le ministère de l'économie, c'est le bureau d'études du gouvernement. Un bureau d'études n'obéit pas aux contraintes politiques. Même sur Ahidjo, parce que le président Ahidjo était c'était un président extrêmement dur. Mais quand le ministère de l'économie avait parlé, il n'avait rien dit. Parce que le ministère de l'économie, c'est le seul technicien de l'économie. C'est un peu comme vous voulez faire un branchement électrique.
Un technicien vous dit que pour faire vos rebranchements, vous devez avoir un fil de phase et un fil neutre. Mais le technicien vous donne une information. Maintenant, vous pouvez venir, oh, je suis le ministre, mais seulement un fil. Mais le fait qu'il soit ministre ne peut pas modifier les lois de l'existé. Le technicien vous dit qu'il faut mettre 2 fils. Donc, que ça vous plaise ou non, vous devez mettre 2 fils. Au regard de vos... Donc, en économie, le ministère de l'économie est justement le ministère qui, lui, explique les contraintes techniques au gouvernement. En lui disant, si vous voulez obtenir tel résultat politique, parce que c'est le président de la République, le Premier ministre, qui définit les objectifs politiques, ce n'est pas le ministère de l'économie. Mais lorsqu'ils ont déjà défini les objectifs politiques, c'est le ministère de l'économie qui formate le programme qui va aboutir à ces objectifs. Et donc, quand il le formate, il ne peut pas céder aux pressions en disant oui, comme le Premier ministre n'est pas content de ceci, je vais modifier. Parce que s'il modifie, les objectifs ne seront pas atteints. Docteur Deneulhe, au regard de votre que vous faites, n'est-ce pas, de ce ministère, y a-t-il lieu de penser aujourd'hui que c'est un ministère qui doit être refait? C'est le gouvernement dans son ensemble qui doit être refait. Et les référents philosophiques du gouvernement. Parce que, regardez un peu, lorsqu'on sort de la crise en 2006, en mars 2006, après 19 ans, dans tous les pays du monde, on aurait nommé un premier ministre économiste. Au moins. Or, qu'est-ce qu'on fait? Le président de la République lui-même n'est pas économiste. Son secrétaire général n'est pas économiste. Le premier ministre n'est pas économiste. Son secrétaire général n'est pas économiste. Le ministre de l'économie n'est pas économiste. Le ministre délégué n'est pas économiste. Le secrétaire général n'est pas économiste. On commence à trouver des économistes qu'au niveau des directeurs. Autrement dit, vous avez un empilement de 7 niveaux de prise de décision, alors que le pays a plus que besoin d'économistes. Vous avez un empilement de 7 décisions où il n'y a aucun économiste. Parce que l'économie est une science. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait des facultés d'économie qui débouchent à des doctorats, à des diplômes d'ingénieur, des diplômes de docteur. Ce n'est donc pas quelque chose que n'importe qui peut faire sur la base des impressions. Il y a une sensibilité de l'économie. Un économiste qui est dans une chaîne de décision a une vision totale. Ça donne une chaîne de décision totalement différente. Parce que si on a des gens qui sont en dehors de l'économie, même s'ils consultent les économistes pour les éclairer, comme vous savez, ce n'est pas la même chose que lorsqu'un économiste est là. Un économiste, dans ce genre de chaîne de décision, aurait dit non. C'est-à-dire qu'il aurait compris que il y avait une incompatibilité entre les objectifs poursuivis par le gouvernement et les perturbations que les préoccupations politiques venaient introduire. Il aurait dit Dieu sur l'une. Soit nous poursuivons des objectifs d'émergence, et auquel cas nous devons nous y fixer et sacrifier le reste, soit alors nous cédons aux caprices des hommes politiques. Et dans ce cas-là, il ne faut plus prendre l'émergence. Malheureusement, quand on empile une série de politiciens, d'administrateurs, dans un pays qui vient de sortir de crise, c'était prévisible qu'avant 2020-2025, on allait sombrer dans la crise comme aujourd'hui. C'était prévisible parce que ça a été fabriqué par le peu de sérieux, malheureusement, de la gouvernance politique. Docteur Deneulhe Sumba a-t-il l'intention de devenir ministre de ce ministère, du ministère de l'économie? Si jamais cela vous a été proposé, allez-vous vous refuser? Non, moi je suis un citoyen camerounais. Prêt à servir son pays? À tout moment. Puisque je le sers maintenant. Là, dans ce studio, je le sers. Chaque jour, quand il y a des débats,
où on a besoin de mon espèce, au ministère de l'économie, au ministère des finances, au ministère de l'agriculture, dans n'importe quel ministère, j'y vais. Parce que si je refuse, vous voulez alors que qui vienne prêter le pont du Cameroun. Pour le moment, je ne peux être utile que dans le débat médiatique. C'est pour ça que je suis dans le média. D'accord, on va... Le jour où on va m'inviter dans la prise de décision, éventuellement, je pourrais participer à la prise de décision. On va poursuivre dans ce sens. De façon globale, docteur Dieudonné Somba, quel regard portez-vous sur la gouvernance du Cameroun après 40 ans de règne du président Paul Biya à la magistrature suprême? Bon, on va parler secteur par secteur, si vous voulez. Non, je ne peux pas faire par secteur parce que je vais prononcer. Parce qu'il faut comprendre que le président Biya prend le pouvoir en 82. Il prolonge en quelque sorte le régime des Biya. Il a eu dur. Malheureusement, bon, avant même de parler de ces chocs, il faut comprendre qu'à l'époque, le pays avait une très bonne santé économique, premièrement. Et l'État contrôlait tout le système à travers le parti unique. Ça, c'est deux choses fondamentales. C'est-à-dire que l'économie était saine et l'État était tout puissant. Il y a une première rupture qui se passe en 1984 avec la tentative de coup d'État, qui change en quelque sorte l'attitude du président Biya par rapport aux autres. Mais ça ne remettait pas en cause son idéologie personnelle. Son idéologie personnelle, il a conçu dans le cadre du libéralisme communautaire son livre. Mais c'est une idéologie qui était fondée sur le présupposé de la bonne santé économique et de la stabilité de l'État, le contrôle total de l'État. Malheureusement, en 1987, il prend le pouvoir en 1982. En 1987, la crise économique s'est déclenchée. C'est-à-dire, l'une des hypothèses sur lesquelles il avait posé, il avait élaboré son programme saute. Parce que ce programme ne pouvait fonctionner qu'avec un État capable de mobiliser d'importantes ressources. Donc, premièrement, cette hypothèse saute. En 1990, le parti unique est supprimé. Deuxième hypothèse, ça saute. Donc, les deux principales hypothèses qui avaient régi l'idéologie du président Biya en 1982, c'est deux sortes. Premièrement, l'État n'a plus de ressources. Deuxièmement, l'État ne contrôle plus. Le parti unique ne contrôle plus tout le monde. Donc, il fallait peut-être reformater, reprendre cette idéologie, mais sous d'autres formes, ce qui n'a malheureusement pas été fait. Maintenant, la crise économique dure de 1987 à 2006. Là où la gouvernance du Cameroun est sous le contrôle du FMI. En 2006, on aurait donc dû, peut-être c'est à ce moment qu'on aurait dû réactualiser l'idéologie de Biya, s'il en avait une, s'il était possible encore de réactualiser. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Le système a été capturé en quelque sorte par vraiment des gens, des frimeurs, une bande de frimeurs, une bande de snobs, de dilettantes, de gens qui... Il n'y avait pas de sérieux. Ils ont utilisé la marge de manœuvre qu'avait autorisé la restauration du Cameroun pour entraîner le pays dans des opérations peu cohérentes. Des grands projets, des projets mal conçus, en désordre, en vrac. Et finalement, on a détruit cette marge de manœuvre-là. Et on se retrouve aujourd'hui avec une crise.
C'est-à-dire comme si les 19 ans d'ajustement n'avaient servi à rien. Donc, vraiment, l'échec du régime des Biya, c'est surtout en 2006-2007. Maintenant, quand on reste, en ce qui concerne le bilan, quand on fait le solde entre les chocs extérieurs, les alliés et autres, c'était une gouvernance moyenne, hein, vraiment tout juste moyenne. Pas plus mauvaise que l'autre, mais en réalité, c'est pas vraiment une grande référence en termes de gouvernance. Je crois qu'il y a eu un certain laisser-aller qu'on aurait pu contenir de manière plus efficace et pour avoir de meilleurs résultats. Alors, s'agissant maintenant de la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une solution, d'après vous, est envisageable? Avez-vous également le sentiment que l'État du Cameroun, à travers son gouvernement, s'y est vraiment impliqué pour mettre un terme à cette crise-là? On va rappeler, ça fait aujourd'hui plus de 6 ans que cette crise sociopolitique dure dans ces deux régions dites anglophones. La crise sociopolitique anglophone traduit l'image même de ce qu'est le régime des Biya. C'est un régime qui n'a pas évolué, qui aurait dû évoluer. Et quel qualificatif donnez-vous à ce type de régime? C'est un régime autiste, borné, qui est totalement détaché de l'évolution du monde. Parce que lors des événements politiques des années 90, c'est-à-dire après le discours de la bolle de Mitterrand, il y a un foisonnement dans toute l'Afrique. Et au Cameroun, on a une sévère ville morte parce que les gens imposent une conférence nationale souveraine. Le président Biya refuse la conférence nationale souveraine. Mais pour quand même calmer les gens, on organise la tripartite en 1991. Tripartite, ça veut dire le pouvoir, l'opposition et la société civile. Quand on organise la tripartite, les anglophones, derniers jours, ils réclament le retour à l'État fédéral. Les anglophones. Les travaux sont pratiquement bloqués. À ce moment, pour les calmer, on va donc couper la poire en deux en prononçant l'État unitaire décentralisé avec des régions fortement autonomes. Ça, c'est en 91. En 96, on adopte une nouvelle constitution qui entérine ce choix. Malheureusement, le gouvernement va se comporter comme s'il avait accepté ça juste pour gagner du temps. Il le voit. Il bloque la décentralisation. On la renvoie au calendrier grec. Pendant ce temps, le problème ne fait que pourrir, que pourrir, que pourrir. Moi, je vous rappelle, en 2011, on était parti un jour en mission au sud-ouest. On a commencé à projeter les PowerPoint. C'était en français. À un certain moment, nos collègues anglophones sont levés. Ils ont dit, si encore un mot en français. C'est-à-dire, on sentait des gens qui en avaient assez. Tout ça, ça faisait l'objet des rapports. Que ces gens, il faut leur donner une autonomie pour évacuer ces tensions. Mais le gouvernement a toujours fonctionné de manière bornée. Ah, ils vont faire quoi? Je vais leur envoyer l'obéi.
dans 2016, quand les troubles éclatent, on leur dit, il faut moins accélérer. Ils s'en foutent. Oh, ils vont faire quoi? Un morceau de sucre dans un verre. Maintenant, alors que j'ai été de ceux qui leur avaient dit, vous allez créer une session de 40 ans et qui finira au moins par une confédération. Les anglophones ne reviendront plus jamais à l'État unitaire, même un jour. Ce qu'un gouvernement intelligent aurait fait, c'était dès 2016-2017, quand il avait compris qu'il a fait trop d'erreurs en attendant, c'était d'aller directement à un État fédéral à 10 États. Pour étouffer ce mouvement et surtout casser cette dynamique binaire qui opposait les anglophones francophones. Pour me comprendre, ça veut dire donc qu'on a en face un État qui joue les hypocrites, un État qui brille par une mauvaise foi. Parce qu'il a la solution entre les mêmes refuse. Il n'a pas. Non, quand vous dites qu'il brille par l'hypocrisie, c'est comme s'il était quoi. Et le problème est qu'il n'a pas le schéma mental qui lui permet de comprendre qu'il a tort. C'est-à-dire, lui, il est assis sur ses convictions en croyant qu'il a raison. Le problème est là. Le problème, c'est que nous avons une élite qui n'est pas capable de comprendre que son raisonnement est défectueux. Donc c'est un gouvernement têtu. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est des gens qui, en tout cas, ils sont pas capables de comprendre. C'est même qu'ils ne veulent pas. C'est qu'ils n'ont pas été formatés pour comprendre que leur modèle ne marche plus. Donc ils vont mourir avec ce modèle. Ce modèle va s'écrouler sur eux. Il faut formater le système du gouvernement en place. Ils ne peuvent pas. Parce que le logiciel actuel, le logiciel mental, il est dépassé. Oui, ils ne comprennent rien. Par conséquent, il faut le formater. Et ils continuent. C'est pour ça que devant la crise anglophone, leur réflexe, c'est quoi? C'est la violence. On va les mater, on va les mater. Ils ne sont même pas capables de comprendre qu'ils ne sont pas capables de battre les Zimbabwe. Vous ne pouvez pas. Un pays comme le Cameroun, vous avez une communauté de 20% qui réclame son autonomie et qui occupe un espace supérieur à 10% de la population. 10% de la superficie. Les montagnes du nord-ouest, les grandes forêts du sud-ouest. Vous prétendez à Yaoundé que vous irez mater ces gens sans l'accord de la population. Vous allez faire ça comment? Ils comptent sur l'armée. Mais l'armée ne peut rien faire aux nosos. L'armée ne peut pas. Pour qu'une armée contrôle ce genre de mouvement, il faut absolument l'adhésion de la population. Parce que la population doit adhérer de telle sorte que l'armée s'appuie sur la population pour neutraliser les séparatistes. Or, vous n'offrez rien à la population que votre unité nationale. La population vous réclame le retour à l'État fédéral. Vous lui offrez votre État unitaire. Donc, vous ne créez même pas vous-même les conditions pour que la population adhère à vos thèses. Et vous voulez que la population vous soutienne? Non. Elle ne peut pas vous soutenir. Le problème est là, c'est pourquoi je dis que c'est d'abord un problème mental. Ils ne comprennent pas que leur modèle ne peut plus marcher. Et ils continuent, eux, à entretenir une mythologie sur quelque chose qui ne peut pas marcher. Alors, est-ce cette mythologie-là qui ouvre les vannes de ces crises sociales qui ont cours au Cameroun depuis un certain temps? On va par exemple citer la crise, la grève des enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur. Parce qu'on va rappeler que jusqu'ici, ces enseignants continuent de se prendre. Les promesses longtemps faites n'ont pas encore été respectées. Non, il faut distinguer les crises sociales des crises sociologiques. Les crises sociologiques, c'est par exemple la crise anglophone. C'est par exemple le tribalisme. Pareil pour la crise anglophone, elle va partir des crises sociales. Non. Les revendications coopératives, par exemple. C'est lié. Sauf que les crises sociales opposent des segments sociaux. Par exemple, les problèmes de salaire. Alors que les problèmes sociologiques, notamment les problèmes communautaires, menacent l'État lui-même dans ses assises. On peut partir d'une crise sociale pour aboutir à une crise sociale.
Non, même si, non, mais c'est vraiment deux choses différentes. Oui, je comprends. Le tribalisme ambiant au Cameroun, les concepts d'autochtonie, tout ça, ça renvoie à des problèmes d'ordre sociologique. Alors, quelle idée faites-vous dans ces crises sociales-là, Pardon? notamment la grève? Quelle idée faites-vous ou à quelle analyse Non, faites-vous de la ces crise crises-là? sociale, les crises sociales, c'est des problèmes de gouvernance, purement technique ou administratif. Ça, c'est le problème de gouvernance administratif. Quel a été votre regard sur ces revendications Non, c'est-à-dire des enseignants? à partir du moment où l'après 2016 a été mal, depuis 2006 a été mal géré. Les crises sociales, c'est quoi? C'est que peut-être les ressources sont insuffisantes ou mal distribuées. En réalité, c'est des problèmes mineurs. Les crises sociales sont des problèmes mineurs. C'est bon qu'on peut régler. Il suffit peut-être qu'on arrange un peu. Mais qui accroissent au fil des années. Non, ça c'est la situation économique du Cameroun est tributaire des crises sociales. Mais les crises sociales dans un pays sont mineures. Une crise sociale ne peut pas créer une guerre. Par contre, les crises de nature communautaire, donc les crises sociologiques, les crises qui renvoient au tribalisme, qui renvoient au forum de l'État, qui renvoient à l'anglophonie et tout ça, sont les crises les plus dangereuses. C'est pour ça que je dis, c'est des types de crises différentes. Donc, elle s'analyse aussi les instruments différents. Les crises sociales, c'est beaucoup plus un problème de mauvaise répartition. Ces crises sociales peuvent aussi trouver une solution dans la réforme de l'État. Par exemple, le Code de la décentralisation du Cameroun dispose que ce sont les communes qui s'occupent des écoles primaires et les régions qui s'occupent des lycées. L'État s'occupant des universités. Et le Code dispose que l'État devrait transférer les ressources associées à chacun de ces niveaux. Si l'État l'avait fait depuis longtemps, on ne pouvait plus avoir une grève des enseignants contre l'État. La grève des enseignants du secondaire se serait adressée aux régions et la grève des enseignants du primaire se serait adressée aux communes, chacune chez elle. On n'aurait plus jamais eu un problème social de nature nationale. Mais à force de confisquer tout le pouvoir à Yaoundé, on se retrouve avec un problème qui aurait dû être dilué, se présente de manière diluée, mais qui aujourd'hui se présente de manière concentrée à Yaoundé. C'est-à-dire, notre État est en train de fabriquer des problèmes. L'architecture actuelle de l'État est en train de fabriquer des problèmes là où les problèmes ne devraient plus exister. On va rester dans les crises sociales. Il nous souvient que dans l'une de vos tribunes, vous faisiez remarquer que le gouvernement ne peut plus financer ses politiques publiques par les arriérés. Alors, comment en faites-vous la démonstration? Quelle démonstration? Quand vous dites que le gouvernement ne peut pas financer ses politiques publiques par les arriérés, comment est-ce que non, l'article portait sur les techniques utilisées par le gouvernement pour faire illusion. C'est-à-dire que le gouvernement est débordé par la demande sociale. Au lieu de reconnaître qu'il ne peut pas, comme c'est des gens qui aiment tellement le pouvoir et tellement l'argent, ils préfèrent maintenir un système et l'entretenir de mensonges. L'un des mensonges étant les arriérés. Les arriérés, c'est pas comme au quartier. C'est-à-dire, vous voulez montrer que vous êtes un grand monsieur, vous prenez la boisson ici, par là, vous gonflez les épaules, vous ne payez pas, vous passez le temps à mentir aux gens. C'est ce que fait le gouvernement. Or, ce genre de politique a des limites. Il y a un niveau de patience où les gens arrêtent. Donc, ce que je disais, c'est que la démarche du gouvernement ne peut pas continuer. Même la dette. Pour entretenir l'illusion
qu'il mène de bonnes politiques, il est parti prendre l'argent partout. Au lieu de se discipliner, il a cru qu'il pouvait échapper à la nécessité d'une rigueur dans la gestion en recourant compulsivement à l'endettement. Or, il y a toujours une limite à ce genre de politique fondée sur les artifices. Parce qu'il y a un niveau d'endettement qu'on peut dévorer. De la même manière, il y a un niveau d'arriéré qu'on peut dévorer. Parce qu'à un certain moment, les gens disent, mais mon ami, il faut payer. Et je disais donc que, malheureusement, le gouvernement a atteint un niveau où il ne peut plus tricher. Il ne peut plus mentir. Il est nu. Les gens ne croient plus à ces mensonges. Il ne peut plus dire aux gens, non, vous voyez, j'ai l'argent, tout ça, non. Il a épuisé ses capacités d'endettement et il a épuisé ses capacités de mensonges pour entretenir les arriérés. Toujours dans cette tribune, vous dites, notre administration n'est pas là pour la compétence, mais pour la stabilisation et la paix politique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Oui, ça veut simplement dire que notre État n'a pas été formaté pour le développement du pays, mais pour le maintien du pays, le système postcolonial. C'est-à-dire que, bon, il s'agit de museler les gens, de fermer la bouche aux gens pour qu'une poignée d'individus s'engraissent. Oui, tournent et s'engraissent. Par nature, c'est comme ça. C'est pour ça que on ne peut pas sacrifier, on ne peut pas consacrer des ressources, beaucoup de ressources, à des secteurs sociaux, secteurs productifs. Le secteur social, l'éducation, la santé, ou le secteur productif. L'essentiel des ressources, c'est dans le secteur de souveraineté. La police, l'armée, la diplomatie, les investissements valorisants. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir le système. C'est un système qui n'est pas conçu pour le développement. Donc, on peut donc facilement comprendre pourquoi est-ce que le Cameroun davantage se retrouve dans des abysses aujourd'hui. Oui, il n'est pas... Avec ces crises sociales, son orientation n'est pas tournée vers le développement. Que ce soit le développement social ou le développement... Il est beaucoup plus tourné vers le statu quo. Alors, dans un tel environnement, est-ce qu'il fait bon vivre? Est-ce qu'il peut faire bon vivre? Est-ce que cela ne peut donc pas expliquer ce désir, cette envie, je dirais même démesurée de ces jeunes Camerounais qui préfèrent plutôt verser dans l'immigration clandestine, aller chercher fortune ailleurs? Bien sûr. Quand le système est verrouillé, les enfants cherchent. Il y en a qui vont dans la criminalité. Il y en a qui préfèrent plutôt aller se chercher ailleurs. Après, il y a d'autres qui vont régler le problème des armes. Alors, si un jeune vous posait la question à vous, docteur Dieudonné Somba, est-ce qu'on peut réussir au Cameroun? Ça, c'est la question que vous posez à un jeune. Le problème du Cameroun, c'est un problème de rationnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel est très limité par rapport à la demande. Si on prend des enfants qui ont le bac, 600 enfants ont le bac, il y a peut-être 15 qui peuvent trouver une position acceptable et 85 qui n'en ont pas. N'est pas faute d'une mauvaise planification de l'État? N'est-ce pas une faute d'une mauvaise planification de l'État pour garantir un minimum vital pour la population? Ce n'est pas un problème de plan, c'est un problème de système. Nous n'avons pas un système qui a été formaté pour résoudre ce genre de problème. Le problème, le système, c'est un statu quo, il est bloqué. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour le débloquer? Non, mais je vous ai dit qu'il faut revoir l'ensemble du système. Et qui pour le faire donc, docteur Dieudonné? C'est-à-dire, si on s'accorde déjà qu'il faut changer le système, on est d'accord. Le reste, c'est autre chose. On peut être d'accord sur ce point-là. Maintenant, la question c'est... D'abord, qui il faut pour le changer faire? Le système, c'est quoi? Le système, c'est d'abord l'architecture institutionnelle.
Il faut mettre fin à l'État unitaire. Parce que c'est l'État unitaire qui entretient au maximum le système néocolonial. Qui doit donc le faire? C'est ça la grosse question. Non. Somba. Si on s'est déjà entendu. On peut s'accorder sur ce point. Oui. Non, je vous ai dit que l'élite actuelle n'est pas d'accord. L'élite actuelle n'est pas d'accord avec ce modèle. Et qu'est-ce qu'elle fait donc? Mais elle maintient un système rationnel. Vous voyez bien qu'elle maintient. Est-ce que c'est vous-même vous constatez qu'elle maintient un système rationnel? C'est-à-dire, les maîtres de plats de l'ENA, ils s'en approprient. Hein? Les maîtres de Suisse s'en approprient. Donc pour eux, la situation est normale. Le problème, c'est que est-ce que nous sommes tous capables de nous entendre sur la modification? Parce que si on ne peut pas avoir créé une révolution quand on ne s'entend pas sur ce qu'il faut faire. La majorité des Camerounais est plus ou moins d'accord avec le système. Parce que leur préoccupation, c'est faire partie des privilégiés. Ce n'est même pas changé. Quand on voit les hommes politiques du Cameroun, peu d'hommes politiques ont vraiment une perspective révolutionnaire. Leur problème, c'est quoi? C'est ceux qui sont au pouvoir, on les enlève et on nous met. Donc, ils sont tous d'accord avec le modèle. Et c'est ça qui rend difficile au changement. D'accord. Sorti des plans d'ajustement structurel imposés par les bailleurs de fonds, le Cameroun se porte-t-il économiquement mieux? Moi, je crois que, vous savez, là, on est sorti de l'ajustement en 2006. Maintenant, nous rentrons dans l'ajustement structurel. L'ajustement structurel, c'est quoi? C'est comme une saisie du ciel. Vous ne pouvez pas dire quand un huissier vient vous saisir que vous vous portez mieux. La question, c'est qu'est-ce qui amène un huissier à venir vous saisir? Lorsque vous accumulez la dette extérieure, vous prenez l'argent des gens, vous ne remboursez pas. Mais il y a un huissier appelé, il y a même qui vient vous saisir. Donc, ce que vous appelez l'ajustement structurel, c'est tout simplement une opération de saisie au niveau des États. Donc, on peut dire que ces plans d'ajustement structurel n'aident pas les pays, notamment le Cameroun, à bien se porter. Non, la saisie n'a pas de vous aider. La saisie, ça veut dire que vous avez mangé le bien des gens, il faut rembourser. Qui vous a dit qu'un plan d'ajustement structurel a pour but de développer le pays? Le plan d'ajustement structurel a pour but de vous mettre en condition de rembourser la dette d'autrui. Donc, un pays qui fonctionne normalement ne subit pas les plans d'ajustement structurel. Quand vous suivez le plan, ça veut dire que vous êtes surendetté, on a pris acte que vous êtes incapable de rembourser. Dans le Cameroun peut, si il est bien structuré, c'est passer de ces plans d'ajustement structurel. En 1986, le président de la République avait dit que le Cameroun dirait jamais FMI. Avant qu'on aille pour la première. Parole qui n'a pas été tenue à ce jour. Oui, ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait pour éviter. Bon, maintenant, le FMI ici est revenu ici en 2017. Parce que, après la sortie de l'ajustement structurel en 2006, nous n'avons rien fait pour éviter de retomber. Un pays, quand on dit ajustement structurel, on veut par là dire que c'est une saisie pour non-paiement de vos dettes extérieures. Voilà ce qu'on appelle l'ajustement structurel. C'est l'équivalent pour un ménage de saisie pour défaut de paiement de la dette. Donc, on vient vous mettre sous contrôle et vous rembourser. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut citer comme quelque chose de bien. Alors, si on ouvrait maintenant la porte de la fiscalité camerounaise, une question qui m'est à l'esprit, est-ce une fiscalité trop élevée au point de plomber l'économie locale? Donc, la fiscalité est s'adapte à l'environnement. La fiscalité au Cameroun, c'est un prélèvement de 15-16%. À l'échelle des pays, c'est petit. Seulement, c'est concentré parce que une poignée d'acteurs du système structuré paye l'essentiel des dettes.
Parce que bon, le secteur informel est difficilement fiscalisable. Bon, quand vous allez dans un quartier, les gens ont les bars et tout ça, vous ne pouvez pas vous permettre de les fiscaliser. Ils vous résistent. Donc c'est un impôt qui coûte extrêmement cher. Le gouvernement du Cameroun préfère plutôt se focaliser sur les niches fiscales les plus porteuses plutôt que de se disperser. Donc le problème de la fiscalité du Cameroun est plus un problème de hyper-concentration sur quelques acteurs. Parce que le reste du système productif est extrêmement trop dispersé pour pouvoir donner lieu à une fiscalité, une fiscalisation pertinente. Comparé aux pays, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun peut être considéré comme un bon élève? Non, il n'y a pas de bon élève en matière de fiscalité. La fiscalité fait partie de la politique budgétaire d'un pays. Donc ce qui est important, c'est comment se situe la politique budgétaire. Il n'y a pas un objectif de fiscalité. La fiscalité est c'est une opération, disons, de politique budgétaire. Donc, ce qu'on juge, c'est la politique budgétaire, pas la fiscalité. Est-ce que la fiscalité participe de la politique budgétaire? Est-ce qu'elle nourrit bien la politique budgétaire? Donc, ce n'est pas un problème de taux. Est-ce qu'elle nourrit donc la politique budgétaire du Cameroun, la fiscalité? Bon, le vrai problème, c'est la politique. Non, notre budget, c'est essentiellement la fiscalité. Notre budget, c'est... Qui est parfois au détriment du consommateur, des populations camerounaises. Il dit une fiscalité généralement qui est au détriment du Camerounais lambda. Non, là c'est des faux débats. La fiscalité est toujours au détriment de quelqu'un. La fiscalité, c'est quoi? C'est un prélèvement sur la valeur ajoutée travaillée. N'as-tu pas souvent des appuis dans ce prélèvement-là? C'est dans ce sens-là que j'embraye. Non, moi, bon, il y a des abus, il y a quelques fonctionnaires autres, il y a beaucoup d'abus. Mais ça, c'est plutôt des fraudes administratives. Moi, je parle au niveau des principes. Pas au niveau des principes. Et j'ai dit donc que notre fiscalité, on ne peut la juger qu'à la lumière des politiques budgétaires. C'est un outil qui participe de la politique budgétaire. C'est très très difficile, a priori, n'est-ce pas, et de manière totalement isolée, de donner un point de vue sur la fiscalité. La seule chose qu'on peut dire, c'est que malheureusement, c'est une fiscalité très concentrée sur les unités du secteur structuré, alors que le secteur informel est peu fiscalisé, parce que justement, c'est financièrement très coûteux et politiquement pénible de fiscaliser ce secteur. C'est pour ça que le gouvernement préfère plutôt se concentrer sur les acteurs les plus visibles. On va aborder la dernière dorsale de cet entretien, Dr Dieudonné Essomba, sur le marché monétaire mondial. S'il est une actualité, c'est celle portant sur la crypto-monnaie. Ça fait bouger les lignes, paraît-il, dans certains pays. D'entrée, j'aimerais avoir votre point de vue sur la crypto-monnaie. Pour vous, quelle analyse en faites-vous? Quel regard portez-vous sur la crypto-monnaie de façon globale? Non, mais la crypto-monnaie, comme j'ai eu à le dire en NLP, c'est une monnaie complémentaire. Mais une monnaie complémentaire qui est utilisée par un ensemble de personnes disséminées dans toute la République. Donc c'est une monnaie qui est d'abord complémentaire, donc ça ne peut pas remplacer une monnaie nationale. Mais en même temps, le fait qu'elle doit disperser dans le monde lui donne un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. L'avantage, c'est que c'est une monnaie qui peut être facilement sécurisée et qui peut avoir une bonne valeur. Donc ça peut être un bon instrument, un instrument de réserve de valeur. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour les politiques nationales.
Donc, vous ne pouvez pas mener une politique nationale, par exemple une politique de la demande, une politique de l'emploi, en disant un instrument qui ne vous appartient pas. Donc, c'est en fait des expériences assez nouvelles qui utilisent les logiciels, les technologies de l'information et de la communication, mais qui ne peuvent pas être vraiment très utilisables pour les politiques publiques, notamment dans nos jeunes pays. On constate que certains pays africains voudraient déjà s'en approprier. On prendra par exemple le cas de la République centrafricaine qui fait désormais de la crypto-monnaie du Bitcoin comme monnaie de référence dans ce pays-là. Moi, je pense que le choix centrafricain aurait dû être pertinent si la Centrafrique avait, plutôt que d'adopter le C'est un peu comme les bons de carburant. Donc c'est une monnaie qu'on ne peut utiliser que de façon locale. Voilà, c'est une monnaie qu'on ne peut utiliser qu'au Cameroun. Donc on peut utiliser le CFA ou bien cette monnaie quand on est au Cameroun. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, le CFA a disparu du marché. Il n'y a plus d'argent dehors. Quand vous avez une monnaie complémentaire, vous pouvez donc remplacer partiellement les CFA qui sont partis. Donc, vous n'avez plus un système qui se bloque, qui est à sec. Quand vous avez une... Parce que le CFA, comme c'est la monnaie française en réalité, donc c'est le CFA est garanti par les réserves en devises. Si les réserves en devises baissent, la marge du CFA baisse aussi. Et on sent qu'il n'y a plus d'argent dehors. Donc c'est une monnaie qui est bonne en ce qu'elle garantit le pouvoir d'achat, mais qui est mauvaise en ce sens qu'elle n'est pas émise en fonction de nos besoins. Donc quand vous créez une monnaie complémentaire dans ce cas-là, vous corrigez les défaillances du CFA. Et là, vous avez un modèle monétaire complet. C'est donc ce que, à mon sens, j'aurais conseillé aux Centrafricains. Mais aller prendre une monnaie extérieure mal contrôlée, décentralisée, on ne voit pas très bien ce que ça va là. Donc vous n'êtes pas d'avis avec ceux qui pensent que ce qu'a fait la RECA sonne le glas d'une révolution monétaire? Non, non, c'est très loin d'être une révolution monétaire. C'est une aventure monétaire, mais ce n'est pas une révolution. On ne fait pas des révolutions au pif. Une révolution, c'est quelque chose de bien réfléchi. C'est un projet. Vous devez savoir là où vous allez. Sinon, quand quelqu'un peut avoir, prenons ce cas-là, les gens savent que la Centrafrique va où? Un président ne peut pas mener une révolution seul. Si les gens ne sont même pas capables d'avoir une lisibilité sur son projet, comment va-t-il donc mener sa révolution? Parce que pour que vous meniez une révolution, il faut que beaucoup de gens soient derrière vous. Donc que beaucoup de gens comprennent là où vous voulez aboutir. Mais lorsque vous menez une révolution que personne ne comprend, il est possible que vous la meniez à raison, il est même possible que vous compreniez là où vous allez, mais encore faudrait-il, pour avoir des partisans de la révolution, que les gens comprennent là où vous allez. Mais alors, quand le président adopte le Bitcoin comme... Bon, nous autres économistes, nous ne voyons pas très bien là où il veut aller. On ne voit pas très bien. Donc on dit que c'est peut-être pour mettre en difficulté le franc CFA, fermer les vannes du franc CFA en Centrafrique. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que le gars en vaut la peine? C'est-à-dire, ce qu'il risque. Nous sommes ici en économie. En économie, il faut toujours faire un tableau comparatif entre ce que les gains dans une colonne et les pertes dans une autre colonne. Bon, est-ce qu'il peut donc nous présenter ce tableau de gains et de pertes en faisant le solde, en disant que je perds ici, je perds ici, je perds ici, je gagne ici, je gagne ici. Voici ce que j'ai gagné. C'est ce qu'il a fait pour aboutir au Bitcoin comme on a des références en RECA. Non, le problème, non, je ne doute pas qu'il ait fait, mais je dis que en tant qu'économiste, moi j'aurais voulu avoir un document où il explique son projet.
Peut-être que le document existe, peut-être qu'on n'a pas cherché. Non, là, il n'y a pas de peut-être. Le problème est que quand vous avez un projet d'une telle ampleur, pour assurer l'adhésion des gens, vous n'allez pas garder le projet chez vous. Vous le présentez. Hein? Vous expliquez. Parce que c'est un processus révolutionnaire. Vous ne pouvez pas adopter un processus révolutionnaire en cachant vos arguments. Vous devez montrer en quoi. Parce que c'est en présentant vos arguments que vous aurez des partisans, que votre projet sera solide. Mais lorsque vous ne présentez pas des arguments, lorsque vous laissez tout le monde dans l'expectative, on ne peut pas vous soutenir dans votre projet. Donc, moi, je le dis, je ne suis pas contre le projet dans le principe. Je dis tout simplement que, tel que ça se présente, nous n'avons pas de visibilité sur les objectifs du projet et de l'efficacité opérationnelle d'un tel projet. Ce qu'on reproche, c'est ça. Bon, maintenant, nous n'avons pas la science infuse. Si les centrafricains eux-mêmes ont pu élaborer un argumentaire technique, si nous le présentons et que nous sommes d'accord, nous allons, nous aussi, Les accompagner. les accompagner en demandant au gouvernement du Cameroun, au gouvernement du Tchad, de faire la même chose. Mais tant que nous n'avons pas cette visibilité, et nous, notre formation, nous a pas permis de critiquer. nous ont pas permis de voir dans ce genre de projet quelque chose de positif. C'est pour ça que nous sommes dans l'expectative. Mais je dis encore une fois, pas mener des révolutions seules. Pour mener une révolution, vous devez avoir des partisans. Et pour avoir des partisans, vous devez convaincre avec un argumentaire technique. Et c'est malheureusement pour le moment cet argumentaire technique que nous n'avons pas encore assez. La crypto-monnaie peut-elle inquiéter le franc CFA, suivi comment? Non, mais si on adopte la crypto-monnaie en dehors du canon, la crypto-monnaie internationale en dehors des canons du CFA, ça représente un canal par où passent des flux de valeurs, des flux de devises, non contrôlés par la BEAC. C'est la BEAC qui contrôle notre situation, un canal par lequel une partie des transactions internationales de la CEMAC sans contrôle. Donc, c'est une menace systémique au système. Votre point de vue sur cette question-là en tant qu'économiste, est-ce que c'est possible? Est-ce que l'État, est-ce que l'Afrique peut aujourd'hui se réclamer l'autonomie monétaire? Non, moi, je raisonne, je suis un économiste, je ne raisonne pas comme ça. En économie, le seul débat, c'est le débat des projets. Le CFA est un projet qui s'applique. Pour chasser le CFA, il faut apporter un autre projet en établissant que ce projet est meilleur que le CFA. L'idée suivant laquelle le CFA est mauvais, il faut le chasser, ça c'est un discours idéologique, ce n'est pas un discours d'économiste. L'économiste apporte toujours un système alternatif en disant le CFA, voici ses défauts. Moi, je vous présente ce projet qui, lui, a ses qualités. Donc, c'est toujours un débat entre deux projets alternatifs. Donc, quand quelqu'un vient te dire le CFA est une mauvaise monnaie, oui, mais il n'a rien dit. Sortons du CFA, c'est une mauvaise monnaie, il n'a rien dit. Le vrai projet, c'est quoi? C'est que voilà, mes amis, après réflexion, je pense que nous devons utiliser telle monnaie. Voici comment ça va se passer. Tel problème, tel défaillance du CFA, voici comment on contourne, ainsi de suite.
Donc, les débats qu'ils mènent ne sont pas des débats économiques, c'est des débats d'idéologie. Alors, est-ce que la Banque des États africaine est prête à soutenir un projet et qui serait mieux attractif que le franc CFA? Non, il ne faut pas attendre que les BR soutiennent un projet qui va le détruire. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est les contestataires du CFA. C'est eux qui doivent proposer. De toute manière, s'ils proposent quelque chose de mieux, que ça plaise ou pas, les États vont adopter. La BR ne nous oblige pas. Le vrai problème, c'est que présenter quelque chose de plus attractif et on va suivre. Mais on ne peut pas suivre des aventures qui sont mal étayées, mal argumentées. C'est ça le problème. Tout simplement pour désir de faire les révolutionnaires. La République centrafricaine risque-t-elle des sanctions économiques venant de la BIA, puisqu'on parle de la BIA? Oui, pour ma part, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire que le projet ne lui sera d'aucune utilité, tout en étant une menace pour l'ensemble. J'ai dit, la bonne solution, et c'est le combat que je mène depuis de longues années, dans la zone CFA, c'est la mise en place des monnaies complémentaires nationales. Ça veut dire quoi? Le CFA, lui, est comment? Il est valable au Tchad, il est valable au Cameroun, il est valable au Gabon, tout ça. Mais chacun de ces pays doit avoir sur son territoire une monnaie complémentaire. Sa monnaie complémentaire qui n'est valable que chez lui. Donc le CFA nous est commun. Donc c'est le même CFA qu'on utilise partout. Mais on doit avoir sa monnaie complémentaire. En quoi que cela peut-il améliorer le tissu économique et la monnaie complémentaire? La monnaie complémentaire a l'avantage que, elle crée un marché captif pour les produits locaux. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple d'un fonctionnaire à qui on remet 50 000 francs. C'est l'argent complémentaire, ton salaire complémentaire. Tu ne peux l'utiliser que pour acheter un bien local. Acheter la friperie qui vient de l'extérieur. Il est obligé de chercher un habit cousu par la monnaie. Donc, cela peut même encourager la production locale et la consommation locale. L'idée de la monnaie complémentaire, c'est de créer un marché particulier pour les biens locaux. Leur fabriquer de force un marché. De telle sorte que ces biens ne soient plus étouffés par la concurrence. C'est ça l'idée derrière la monnaie complémentaire. Et nous avons justement besoin d'une telle monnaie. Donc, pour développer, parce que nous avons des capacités de production locale. Malheureusement, ces capacités sont étouffées par la compétition internationale. Donc, le problème, la monnaie complémentaire est donc un appui pour, en faveur de la production locale. Et c'est la bonne solution, parce que cette solution est compatible avec le CFA, qui, malgré ses insuffisances, peut être transformé en un outil positif. La force véritablement des hommes, des sociétés, c'est aussi transformer quelque chose qui paraissait comme une pénalité en quelque chose de positif. Donc, nous avons le CFA, qui est une pénalité, en ce sens que ce n'est pas une monnaie émise en fonction de nos besoins. Mais nous pouvons donc l'utiliser comme un stabilisateur et nous créons donc une monnaie complémentaire locale qui, elle, nous permettra d'avoir des politiques monétaires nouvelles. On n'a donc plus une politique monétaire sur le CFA, mais sur cette monnaie complémentaire locale. Alors, Dr. Denis Somba, on ne serait sorti de cette émission sans toutefois embrayer sur la politique africaine, notamment souvent des coups d'État qui soufflent en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. On prendra par exemple le cas du Mali, et que vous inspire tout ce qui se passe au Mali. On va rappeler que depuis que la junte est au pouvoir, un nombre de décisions a déjà été pris. Par exemple, la fin des accords militaires entre le Mali et la France, et puis tout ce qui est France, plus, ne se trouvait plus sur le territoire malien.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un réveil de l'Afrique? Partant de l'exemple du Mali, bien entendu. Le réveil de l'Afrique aurait supposé que l'Afrique elle-même se détermine. Il n'y a pas de réveil de l'Afrique quand on change de maître. Il y avait la France qui est un maître, l'ancien maître colonial. Mais si on ne peut pas concevoir un modèle dans lequel nous pouvons fonctionner seul, donc nous allons remplacer la France par la Russie, par la Chine. Bon, on a changé de maître. La question étant que est-ce que notre problème c'est de ne plus avoir de maître du tout ou bien c'est de changer de maître? Moi je ne pense pas. Je crois que ça traduit aussi une sorte d'impasse dans laquelle on se situe. On n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Et les espérances que les gens ont placées dans les démocraties ne sont pas données. Par les démocraties n'ont pas répondu aux attentes. Maintenant, est-ce que pour autant ces jeunes militaires là qui parlent de révolution, moi je ne vois pas de révolution. L'évolution, ça ne se prépare. La révolution, ce n'est pas de changer d'ennemi, de partenaire. Le fait de partir de la France, à la Russie, tout ça c'est des blancs. Tous, ils ont la même perception. Même s'ils se détestent entre eux là-bas. Est-ce qu'ils ne sont pas plus apparentés? Tout ça c'est des blancs. Donc ils nous utilisent dans leur guerre de positionnement stratégique. Moi, je crois. Or, je pense que nous devons plutôt développer nos économies et sortir de la dépendance. Que ce soit dépendance vis-à-vis de nos anciens colonisateurs ou même dépendance vis-à-vis des pays émergents. Mais un maître reste toujours un maître. Quand vous vous mettez dans la logique que le maître soit noir ou jaune, un maître reste un maître. Donc, ce que vous dites, c'est que cet acte-là, amené par le Mali, de rompre ses relations diplomatiques avec la France, un modèle n'est pas un exemple que certains autres pays africains devraient suivre. Donc, l'Afrique peut faire mieux que ça. Non, je dis, moi, je n'aime pas les actes symboliques. C'est-à-dire les actes qu'on pose juste pour faire... pour jouer révolutionnaire. Ça pas, il faut voir. Donc pour vous, c'est les artifices. C'est ce que vous voulez dire, c'est les artifices. Peut-être, ce n'est pas nécessairement. C'est-à-dire, ils peuvent être sur, mais le problème est que c'est des actes plutôt de rébellion et non de révolution. C'est-à-dire, il se rebelle, mais il n'a pas de perspective. Il n'y a pas de perspective. Or, nous avons besoin de révolutions, c'est-à-dire des ruptures qui nous conduisent à de nouvelles perspectives, de nouvelles orientations. Bon, se rebeller contre la France, mais pour tomber dans les mains de la Russie ou de la Chine. Vous avez changé quoi? Vous n'avez rien changé. Il faut se rebeller. Peut-être qu'ils estiment que la Chine et la Russie, plus qu'un pays normal, ne devrait pas vivre en autarcie. Donc il faut développer, trouver des voies et moyens pour échanger avec des partenaires. Sauf qu'on ne voudrait pas se retrouver dans un marché. Peut-être ils estiment que Mali et d'autres pays africains estiment que la Russie et la Chine sont de vrais partenaires, qui sont vrais. Vrais partenaires en quoi? Tout ça, c'est des puissances industrielles qui cherchent les matières premières. C'est tout. Donc, que ce soit la Russie ou que ce soit la Chine, quand ils viennent ici, c'est pour chercher la matière première. Pour leurs industries. Ils ne viennent jamais développer une industrie ici. Voilà. Donc, tout ça, c'est les discours... tout ça, c'est des pays dominants. Les pays dominants, peut-être certains sont moins violents dans le discours. Certains portent moins l'histoire. Mais tout ça, c'est des puissances hégémoniques.
C'est des gens qui veulent dominer le monde, c'est tout. Et donc, quand la Chine vient ici, est-ce qu'elle vient construire des usines? La Russie, est-ce qu'elle vient? Ils viennent exploiter la matière première comme les Français. Il n'y a pas de différence. C'est simplement qu'ils sont obligés, pour chasser les Français, d'utiliser un discours de type révolutionnaire. Il veut faire un schéma, ça veut dire donc que le Mali, comme le Burkina Faso, ont tout simplement fermé la porte du tigre et ouvrir celle du lion. Ah, c'est ce que ça signifie. C'est une bonne image. C'est une bonne image. Alors concrètement, que peut donc l'Afrique, de façon technique, de façon concrète, pour sortir de cet état de dépendance? Je vous ai donné ma solution, à savoir la mise en place des monnaies complémentaires. Parce que vous ne pouvez pas sortir de la dépendance quand vous ne produisez rien. La première chose, c'est d'abord renforcer les systèmes productifs locaux. Quand vous produisez déjà beaucoup, vous pouvez vous émanciper. Quand vous ne produisez rien, vous passez votre temps à bavarder, à faire les révolutions de bouche. On va faire ceci, on va faire cela. Il faut produire. Et la monnaie binaire, qui est en quelque sorte l'officialisation, les monnaies complémentaires locales, c'est la bonne solution pour le moment, notamment pour nos pays. Le panafricanisme, selon vous, docteur Louis de Soba, peut-il être une solution pour l'essor de l'Afrique? Autrement dit, que pensez-vous du panafricanisme? Non, le panafricanisme, d'abord, c'est depuis très longtemps. Le problème ici, c'est... Parce que je vous relance, parce que le camp fait de dire que c'est par là que passera le développement de l'Afrique. Oui, mais c'est très virtuel. C'est-à-dire que s'il était possible d'appliquer le panafricanisme de manière opératoire, ça passerait. Mais c'est un mirage. Parce que le panafricanisme suppose que les gens acceptent perdre leur souveraineté au profit d'entités supra-étatiques. Mais vous voyez qui acceptait ça? Personne. Dans les années 60, Nkrumah avait tenté en disant créons les États-Unis d'Afrique. C'est une solution. Mais est-ce que ça a prospéré? Non. Et aujourd'hui, où les égoïsmes sont multipliés, prenons le cas de la CEMA. Rien que une mesure comme la libre circulation. Dans le sein de la CEMA, qui est une sous-zone, vous n'appliquez pas, vous commencez à parler de panafricanisme. C'est un concept vaseux qui n'a aucun caractère opératoire. C'est une chimère. C'est beau sur le papier, mais ça ne peut pas s'appliquer. Parce que très peu de gens sont prêts à accepter perdre leur souveraineté pour bâtir des ensembles africains. Un ensemble africain, ils ne sont pas là. Et quand vous avez des dirigeants qui ne sont pas prêts, vous continuez à former un projet. C'est vous qui avez un problème. Vous dites que le panafricanisme, jusqu'ici, n'a pas encore fait preuve ne peut pas être utilisé comme un outil capable de... C'est un rêve idéologique, mais qui n'a pas un caractère fonctionnel, opérationnel. Parce que les acteurs n'ont pas la bonne foi. Donc ce que vous dites, c'est que les décideurs africains ne sont pas prêts à marcher selon les pas de Nkrumah, qui fait partie des précurseurs du panafricanisme. Vous-même, vous voyez, ils ont l'impression qu'ils peuvent les regarder. Ce sont les lectures, ce sont les concepts vaseux. Quand vous voyez nos gens-là, vous avez l'impression qu'ils peuvent... Peut-être c'est à ce niveau donc qu'il faut
à lui et le coup d'État, comme cela a été fait oui, mais même ces coups d'État, au Mali. est-ce que ces coups d'État-là sont dans une perspective panafricaine? Non. N'est-ce pas une conclusion hâtive là, que vous tirez? Mais non, ils ont fait un coup d'État pour être panafricain. Non. Pour dégager ceux qui veulent confisquer le pouvoir, ceux qui sont... Non, confisquer le pouvoir n'a des forces impérialistes. Non, ça date de 1960, les coups d'État. Quand quelqu'un au pouvoir, on le chasse, on dit qu'il est à la solde de quelqu'un. Mais ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Vous ne pouvez pas être panafricain quand vous vous battez d'abord contre la CDA. Vous êtes alors panafricain. Mais de quand on dit que la CEDEAO est aussi à la solde des forces... Mais ça, c'est des arguments. La CEDEAO regroupe un grand nombre de pays. Vous venez seul, isolé, et vous dites que c'est le groupe qui, lui, la solde. Vous n'êtes pas à la solde. Est-ce que ça a un sens? Vous êtes qui pour juger un groupe? Vous êtes seul. Et c'est vous qui dites que c'est vous, moi, mon comportement, en tant qu'individu isolé, qui est le bon, et vous autres qui êtes avant, votre comportement... Oui, ça peut être dans un rapport du style d'une configuration, alors une image du style la mauvaise graine. Et il est vrai, peut-être que le Mali est de ceux-là qui estiment que nous sommes un peu fait la différence. On ne veut pas mouiller le maillot de façon négative comme le font tous les membres de la CEDEAO. Dès lors que vous donnez le droit de juger les autres, vous êtes seul, vous jugez les autres. D'abord, c'est très prétentieux. Peut-être qu'ils ne jugent pas, c'est un constat. Qui fait le constat? C'est les hommes qui sont sur la terre qui font le constat. Or, le groupe, un groupe, lui, il estime qu'ils doivent être ensemble. Vous venez aujourd'hui, vous dites, vous avez tort. Mais qui vous a institué juge des autres? Vous êtes qui? Vous appuyez sur quoi pour le juge? Alors, au regard, on sort derrière de cette question, au regard de notre argumentaire, on a comme l'impression que l'Afrique, décidément, est mal partie. Le développement n'est pas pour aujourd'hui. Non, on peut pas l'indépendance n'est pas pour aujourd'hui. Il faut faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut d'abord, c'est élaborer des projets de développement. Et vous estimez qu'après 60 ans, l'Afrique ne soit pas à même d'élaborer des projets de développement? Ils sont alors où? On n'a pas de projet. N'est-ce pas simplement une mauvaise volonté? Peut-être, mais il n'y a pas de projet. Voilà, merci, docteur Dieudonné Somba. Moi, est-ce que vous avez encore... Non, ça va. D'accord, merci donc d'être passé par ici. On va tout simplement rappeler à nos téléspectateurs que notre invité avait pour nom docteur Dieudonné Somba, ancien fonctionnaire et statisticien économiste. Rendez-vous de votre émission Le Point du Guest, mercredi, lorsqu'il sera 21h. N'oubliez pas, l'émission c'est 21h, 22h30. Bien le bonsoir.